Bonsoir chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette émission Cercle des Arts. Dans ce numéro, nous allons parler de poésie avec mon invité Ousseynou Ndione, et dans la deuxième partie, nous allons rendre hommage à quelqu'un, à un slammer. Il s'agit d'un poète également qui fait partie du collectif Parlons Poésie. Il s'agit d'Abdourahmane Dabo, dit Al-Farouk, donc qui a rendu l'âme ce mardi 6 octobre 2020. Nous allons parler de lui et de diffuser également quelques-uns de ses extraits. Et c'est parti pour cette première manche avec mon invité Ousseynou Ndione. Bonjour Ousseynou. Bonjour Fatou. Permettez-moi d'abord de remercier de l'invitation et de saluer vos téléspectateurs et téléspectatrices qui sont fans de cette émission qui est bien suivie, Cercle des Arts. Et c'est un immense plaisir en tout cas pour moi de répondre à votre invitation. J'espère qu'on pourra échanger autour de l'ouvrage, les âmes secrètes, pour essayer de disséquer un peu quels sont les secrets tapis dans l'âme. Tout à fait, on va en parler de fond en comble dans cette émission. C'est Ndione qui fait partie également du collectif Parlons Poésie. Votre premier ouvrage, Ousseynou, s'intitule Les âmes secrètes. C'est bien évidemment un recueil de poèmes. Les âmes secrètes, ça veut tout dire, mais en commençant de l'éditer, donc vous avez démarré avec la vieillesse et vous avez terminé par le glas. Pourquoi Oui, merci Fatou de cette question. J'ai commencé par la vieillesse pour terminer par le glas. Vous savez que le glas signe la fin d'un événement et de façon métaphorique, le glas peut signifier ici la mort. Et c'était juste pour montrer que la vie est courte, c'est-à-dire c'est la fugacité de la vie. Parce que vous pouvez concevoir qu'entre la vieillesse et la mort, il n'y a qu'un trait. Voilà, c'est pourquoi j'ai voulu en tout cas mettre en exergue cette fugacité de la vie pour appeler en tout cas les citoyens, pour appeler les humains à pouvoir vivre la vie de façon décente, mais à ce que les gens puissent se rendre en tout cas mutuellement service, parce qu'on n'est pas éternel sur cette terre. Donc tout ce que nous pouvons retenir de bien de nous, c'est de faire de bonnes actions, de belles œuvres, afin que la postérité puisse en tout cas retenir ça. C'est pourquoi donc entre les deux, j'ai mis en tout cas d'autres thèmes qui ont été développés. Mais en commençant par la vieillesse, j'ai voulu seulement montrer la fugacité de la vie pour dire que la vie, elle est éphémère. Elle ne vaut pas la peine donc de vivre de façon ostentatoire. L'essentiel, d'être utile à la société et pour que les gens puissent retenir en tout cas quelque chose de bien de vous. Parce que quel que soit alpha, l'heure va venir et que nous allons tous partir. Et avant donc de passer à cette fin pathétique qui est le glas, vous avez abordé d'autres thèmes donc inhérents à la société, au vécu quotidien des citoyens et autres. Il s'agit de beaucoup de choses qui tournent sur l'amour surtout. Surtout, il y a beaucoup de thèmes, comme vous l'avez effectivement dit, qui tournent sur l'amour, parce qu'il y a un poème que j'ai intitulé Kiné, qui magnifie la beauté de la femme, parce que Kiné, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée à Thiès, à travers les rues de Thiès, mais que la beauté m'avait tellement frappé que une fois à la maison, je me suis mis à écrire sur elle pour magnifier la beauté, parce que vous savez que la beauté, comme on nous l'apprend dans la philosophie, elle émane de Dieu, parce que toutes ces beautés terrestres que nous avons, c'est des participations de la beauté en tant que telle, et quelquefois quand nous voyons des choses comme ça, qui sortent d'une art extraordinaire, le poète a tendance à chanter ça. Nous chantons la beauté, les poètes, nous chantons aussi l'amour, nous chantons la maman, parce qu'à travers la mère, j'ai écrit un poème qui s'intitule À ma mère. C'est une façon aussi de chanter la maman, mais c'est le mot aussi. Quand on chante sa mère, c'est qu'on sent quelque chose de très profond. Parce que souvent, vous savez que la maman, c'est l'unique personne en tout cas qui porte un amour inaltérable par rapport à son enfant, et que toutes les autres formes d'amour peuvent être des participations à l'amour de la maman, parce que ce qu'une maman peut accepter à son enfant, il n'y a aucune personne qui peut faire ça. C'est pourquoi aussi j'ai voulu vraiment, à travers la maman, mais à travers toutes les mamans, parce que j'ai la sensation et la ferme conviction que tout le monde aussi a une façon particulière d'aimer sa maman. Donc cet hymne à la mère, c'est pour toutes les mères. Il y a aussi l'attente. L'attente, comme dirait Youssou Ndour, Harma. Souvent, c'est des périodes que nous avons vécues dans des moments d'adolescence où on est un peu donc pris par
méandres de la vie. Et souvent, nous fixons des rendez-vous avec des conquêtes et quelquefois, ça se termine en tout cas de façon désagréable parce que nous passons tout le temps à attendre la bien-aimée et malheureusement, elle ne vient jamais. C'est pourquoi j'ai intitulé cela l'attente. Mais entre autres thèmes que j'ai développés, il y a un thème sur la dépigmentation qui est un thème d'actualité. Pourquoi vous l'avez choisi dans ce recueil? Oui, j'ai choisi la dépigmentation parce que j'ai fait un constat que au Sénégal, particulièrement en Afrique, beaucoup de jeunes femmes, nos mamans, nos épouses, nos sœurs, souvent utilisaient des produits pour s'éclaircir un peu la peau. Alors que vous savez que le continent africain est un continent spécifique parce que quand on est en Afrique, vous savez, il y a ce climat tropical où il y a beaucoup de chaleur et cette chaleur-là, souvent, elle n'est pas bonne quand la peau est trop exposée. Parce que quand on se met des produits donc éclaircissants, souvent nous enlevons ce qu'on appelle la mélanine et les personnes qui usent de ces produits-là sont souvent exposées à ce qu'on appelle les cancers de la peau, et etc. Donc c'est fort de tout cela, donc c'est un aspect d'abord médical, mais c'est un aspect aussi de civilisation. Parce que quand on se dépigmente, c'est comme si on avait honte de notre peau, alors que la peau noire, elle est magnifique. Donc c'était par rapport à ça, ces deux aspects. D'abord l'aspect culture en tant que tel, parce que le noir n'a pas de complexe à développer vis-à-vis du blanc pour pouvoir singer le blanc. Et ensuite, il y a un aspect médical, parce que quand on s'expose au soleil, il y a des risques d'attraper des maladies comme les cancers du peau, etc. C'est pourquoi j'ai choisi. Heureusement, je l'ai écrit en 98, plus de 20 ans après. Le Sénégal vient en tout cas de rappeler cette loi qui existait déjà, interdisant toutes les formes de publicité ayant trait aux produits éclaircissants. Et dans cet ouvrage, dans les âmes secrètes, il y a également le thème du calvaire que vous avez abordé. Oui, le calvaire, vous savez, comme je le dis souvent, la poésie, c'est l'expression des états d'âme. Et quand on ne vit pas une chose de façon intense, souvent on ne peut pas la décrire, on ne peut pas l'exprimer poétiquement. Et quand on est souvent dans des moments de souffrance extrême, ou bien dans les béatitudes, c'est à ce seul moment-là que nous pouvons écrire de belles choses. Et ce calvaire, donc, comme vous l'avez si bien donc, dit, c'était des moments sombres de ma vie où donc, les choses ne marchaient pas. Et souvent dans ces moments-là, on se pose plusieurs questions. Pourquoi ces problèmes-là? Pourquoi toutes ces difficultés qu'on n'arrive pas à... Et qu'est-ce qui est expliqué? Donc c'est ce calvaire-là que nous vivons, que j'ai voulu essayer en tout cas de retracer à travers ce poème. Vous avez également souligné l'hymne de la religion. Oui. Voilà. Oui, j'ai parlé de la religion parce que vous savez, nous sommes dans un pays où la religion joue un rôle très important, un rôle édificateur, un rôle fédérateur, mais c'est une question qui est très sensible. Ce n'est pas la religion musulmane que nous vivons en tant que telle, mais c'est par la pluralité des tariqas que nous avons, et pourtant qui tous se réclament musulmans. Donc c'est pour faire un appel à l'unicité de tous les musulmans, à l'unicité de tous les croyants, pour dire que quelle que soit la tariqa à laquelle nous appartenons, nous sommes tous des croyants. C'est la Kaaba qui est notre lieu de direction, c'est le prophète Mohammed qui est notre prophète, et c'est le Coran qui est notre livre. Donc je ne crois pas qu'on doit avoir des divergences par rapport au tariqa si nous croyons que nous sommes tous des musulmans, un et indivisible. Et c'est pourquoi j'ai voulu chanter cela, pour faire un appel. Parce que vous savez, les poètes, comme Victor Hugo le disait, c'est des gens qui, en des jours impies, appellent à des jours meilleurs. C'est-à-dire que le poète n'est pas celui qui constate, mais c'est celui qui alerte, celui qui veille sur les consciences afin de prévoir que des difficultés puissent arriver et que les gens en soient surpris présents. Vous avez parlé du messager et grosso modo de l'éclipse de Dabar aussi. Oui. Le messager, vous savez, comme je viens de le dire tout de suite par rapport à l'hymne de la religion, le messager c'est le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est une référence pour nous, tous les musulmans en tout cas, et même ceux qui ne sont même pas aujourd'hui musulmans. Vous savez qu'il y a des statistiques qui viennent de sortir récemment au niveau international, mais qui montrent que le prophète avait le plus grand nombre d'homonymes au monde.
Donc, vous savez, si on n'aime pas une personne, si on n'a pas confiance en elle, c'est très rare qu'on lui donne donc un nom. Et le message, je l'ai écrit en tout cas, pour louer le prophète, pour que la lumière puisse continuer à veiller sur lui, parce que c'est lui le jour de l'humanité. Aujourd'hui, en tant que croyants, nous savons que tout ce que nous avons, c'est grâce à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était une façon en tout cas de le louer, mais de continuer de prier sur lui comme on le dit, pour que la lumière puisse continuer de veiller sur lui éternellement. Voilà, les âmes secrètes d'un homme sont innombrables. Je pense que vous n'avez pas pu tous les lister dans les âmes secrètes. Mais, voilà, les vous avez âmes... choisi quelques-uns. Oui, j'ai choisi quelques thèmes, mais si on revient en tout cas dans l'ouvrage en tant que tel, les âmes secrètes. Vous savez, le problème de l'immortalité de l'âme a été toujours posé depuis l'Antiquité. Depuis belle lurette, les gens parlent de l'immortalité de l'âme. Et c'est pourquoi je dis que, ici, dans ce recueil, les âmes secrètes tracent les contours de l'âme, tout autour de son éternelle pérégrination, mais à travers les différents mondes. Par exemple, si vous prenez le phénomène de la métempsychose. La métempsychose, c'est ce phénomène de réincarnation de l'âme. Et souvent, vous allez chez les hindous, ils vous diront que quand l'individu meurt, son âme peut être réincarnée dans un animal. D'où, par exemple, l'adoration que les hindous font du veau, qu'ils n'exécutent pas et qui est un animal sacré. Mais vous prenez la religion musulmane, on vous dit, par exemple, quand l'individu meurt, son âme quitte son corps. Mais une fois qu'il est entré, l'âme réincarne le corps, mais d'une autre façon. Et dans cette nouvelle vie où l'individu est, qui est une vie intermédiaire entre cette vie terrestre et l'au-delà, qu'on appelle Barzakh, l'âme continue de vivre selon ce que l'individu attend comme récompense par rapport à la loi divine. Et on dit que si l'individu, par exemple, est appelé à aller au paradis, son âme commencerait à déguster les délices du paradis. Mais si c'est le contraire qui se produit, son âme commencerait, par exemple, à subir les affres de l'enfer. Donc, vous voyez que dans ce voyage, c'est comme si l'âme était en mouvement entre trois mondes. Le monde d'ici-bas, le monde intermédiaire Barzakh et l'au-delà. Mais même dans ce monde terrestre, dans des moments de sommeil, par exemple, Fatou, l'individu, quand il dort, il n'est plus conscient de ce qu'il fait. D'où le phénomène des rêves et des cauchemars. Quelquefois, quand l'âme s'élève dans les nuées, c'est comme si l'âme voyageait dans un monde incompréhensible, invisible. Et peut-être que quelquefois, quand l'individu rencontre des choses qu'il n'arrive pas à déchiffrer, qu'il n'arrive pas à appréhender, c'est ce qui cause ce qu'on appelle les cauchemars chez lui. Et quelquefois, c'est des cris, c'est des pleurs, c'est des ébahissements que l'individu fait quand il est en cauchemar. Donc, pour montrer que l'âme est migrée éternellement d'un monde à l'autre, mais en quittant un corps et intégrer un autre corps. C'est pourquoi j'ai donc voulu parler de ces âmes-là secrètes, pour montrer en tout cas cette pérégrination de l'âme tout au long de la vie. En décryptant les âmes secrètes de l'individu, je pense que vous avez un peu usé de l'aspect philosophique. Si je ne me trompe pas. Si, ouais, bon, vous savez, entre la philosophie et la poésie, il n'y a pas grand-chose. Bien sûr. Parce qu'il y a quelque chose de commun entre la philosophie et la poésie. C'est que la philosophie, tous les philosophes sont d'accord qu'il n'y a pas une définition unanime de la philosophie. C'est la même chose que pour la poésie. Chaque poète a sa façon de définir la poésie. Et bon, j'ai utilisé de la dimension philosophique, parce que je l'ai dit tantôt, c'est en voulant introduire l'immortalité de l'âme qui a été toujours développée avec les Platon, avec d'autres psychologues, n'est-ce pas? C'est pourquoi aussi j'ai été inspiré par ce thème particulier, parce que, vous savez, l'âme est une réalité matérielle, parce que nous vivons par le biais de l'âme, mais c'est une réalité immatérielle parce que nous ne pouvons pas saisir l'âme en tant que telle. Mais cette dialectique-là nous permet en tout cas de savoir que cette chose-là, elle existe en même temps, mais elle est insaisissable. C'est pourquoi j'ai voulu parler de des âmes secrètes.
Voilà. Décrire une chose, c'est faire de la poésie, et ça, à travers la poésie d'ailleurs que vous avez eu à énumérer tout ça, toutes les âmes secrètes, mystiques, irréelles, si on peut dire ça entre parenthèses, parce qu'on ne peut pas décrire l'âme en tant que telle. Ouais, non, on ne peut pas décrire l'âme en tant que telle. C'est ce que j'ai dit tantôt. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une réalité matérielle mais immatérielle en même temps. Immatérielle parce qu'on ne peut pas saisir l'âme, d'où l'aspect secret. Vous savez, quand nous voulons garder quelque chose de secret en nous, on enfuit ça au plus profond de nous. Et c'est pourquoi donc j'oublie. Mais si on se rappelle au XVIe siècle, déjà avec Corneille, il nous disait qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Donc c'est pour dire que c'est un thème qui a été de tout temps, en tout cas interrogé, interpellé. Les gens se sont toujours intéressés vraiment à cet thème. Parce que, vous savez, la vie, elle termine toujours par un aspect fatal, qui est la mort. Parce que vous savez, la mort est un événement instantané et inévitable. Et l'unique chose dont on est certain quand on est, c'est qu'un jour on va mourir. Donc cette question existentielle qui est la mort interpelle tout un chacun. Qu'on le dise ou bien qu'on ne le dise pas, c'est quelque chose qui nous interpelle tous. Oui, alors qu'on finit tous par mourir, mais on a peur de la mort d'en parler, voilà, et la mort est tout près de nous, voilà. On ne peut pas, on ne doit pas avoir peur de la mort. On ne peut pas l'aimer, mais on va y passer. On ne peut pas avoir peur de la mort, car comme je viens de vous le dire, c'est l'unique chose dont on est certain d'acquérir, c'est que quand on est, on sait qu'on va mourir. Et il n'y a pas d'âge, on n'est jamais trop jeune ou bien trop vieux pour mourir. Comme je l'ai dit, c'est un événement instantané et inévitable et nous allons tous y passer. Bon, je vais seulement citer Ahmad Dansokho, un camarade qui disait que la mort était la chose la plus démocratique au monde parce que on y passe en tout cas sans calcul. Rien qu'en parlant de la mort, on est triste. Rien qu'en écrivant donc de la mort également, comme vous l'avez fait, en essayant de parler des âmes, parce qu'on ne peut pas parler d'âme sans ne pas faire allusion à la mort. Ça, c'est vrai. Oui, mais elle n'est pas triste. Vous savez, c'est une réalité. Nous devrons apprendre à accepter cette réalité qui est en nous. Nous voyons tous les jours des gens avec qui nous vivons, très proches de nous, des parents, des amis, mais qui un jour nous quittent comme ça. Donc c'est une réalité que nous maîtrisons. Nous ne devons pas avoir peur. Ce qui est important, c'est de se préparer à ce moment fatidique. Parce que quel que soit avant, ça va arriver. Donc il faut se préparer à ce moment-là, vivre la vie de façon à ce que nous n'ayons pas le moment venu à regretter ou bien à nous repentir des actes, par exemple, répréhensibles que nous avons fait. Par exemple, revenons à la vieillesse. J'ai oublié un peu d'évoquer ce phénomène. Parce que vous savez, la vieillesse, c'est une étape de notre vie qui nous rappelle que tout ce que nous possédons, ce n'est pas un nous, mais c'est un legs que la nature nous donne. Parce qu'en vieillissant, tout ce que nous avons comme physique, comme beauté, comme force et tout ça là, la nature finit par nous reprendre. Et si on est conscient de cela, nous savons que donc rien ne nous appartient, tout nous a été donné et tout sera retiré de nous. Donc, mais pourquoi vivre la vie de façon ostentatoire? Pourquoi vivre la vie de façon à ne pas être serviable ou rendre service à ses semblables si nous savons que notre mission sur Terre, c'est de servir et pas de se servir. Voilà, l'homme c'est comme une fleur qui peut un jour faner d'un moment à l'autre, voilà, comme vous venez de le dire. C'est ça. Voilà, et voilà, dans les âmes secrètes, voilà, on peut donc analyser que c'est une forme poétique, un peu philosophique, mais je pense que, M. Ndion, aujourd'hui, la poésie est un peu laissée en rade dans le pays. Beaucoup, les jeunes ne s'adonnent pas beaucoup à la poésie. Ben, je ne crois pas. C'est avéré avec votre collectif Parlons Poésie. Je pense que vous êtes le mieux placé pour en parler. Oui, je ne crois pas. Actuellement, au Sénégal, comme vous l'avez dit, il y a un collectif Parlons Poésie. Actuellement, on a, à partir de ce soir, nous avons une rencontre à Saint-Louis qui est une rencontre annuelle où tous les poètes du Sénégal se rencontrent pour faire le bilan des activités. Et je vous dis que la poésie se porte bien au Sénégal. Parce que dans ce collectif, il y a plus de 100 membres qui sont tous des poètes. La majeure partie des membres de ce club-là ont déjà produit des ouvrages. Comme moi-même, il y a Nourou Al-Amin. Voilà, il y a Farah Ndiaye, qui vient donc de publier un recueil de poèmes qui s'appelle Les Mélodies divines. Il y a aussi El Hadj
El Hadj Ndongo, Ndongo Mbaye, et tous ces gens-là, ils sont membres du collectif. Il y a aussi Anna Lingay. Anna Lingay, oui, qui sont voilà Anna Lingay, que je salue au passage. Donc tous ces gens-là, c'est des membres du collectif Parlons Poésie. Et chaque année, nous choisissons une ville pour que nous puissions échanger autour des productions, mais échanger aussi autour de l'avenir de la poésie en tant que telle, inciter aussi les jeunes à produire. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans le domaine éducation, on dit souvent que le niveau est bas. Oui, le niveau est bas parce que les élèves ne lisent plus. Ils ne lisent plus parce qu'ils n'ont peut-être plus goût à la lecture. Et je crois que comme la poésie est un art majeur, mais c'est un art qui exalte le beau et le bon, je crois qu'il serait bien quand même que nous puissions en tout cas essayer de renouer le fil avec le jeune public pour que les gens puissent en tout cas s'approprier nos œuvres en tant qu'écrivains sénégalais africains et pour que cette problématique de baisse de niveau puisse être réglée. Parce que tant que les jeunes ne pourront pas lire, on ne pourra jamais régler la problématique du bas niveau de français. D'accord. Monsieur Ousseynou Ndione, donc on ne peut pas parler de poésie dans ce numéro sans pour autant parler d'un homme poétique, de slameur Abdourahmane Dabo, dit Al Farouk, qui a donc rendu l'âme ce mardi 6 octobre 2020. Un grand slameur qui a d'ailleurs eu à remporter le championnat national de slam en 2018, ce fils de Bignona, donc qui a fait beaucoup de prestations au niveau international. Nous allons essayer de voir une de ces prestations. Être africain au XXIe siècle, c'est proclamer son amour pour ce continent, sa chance, sachant que la parole s'éclate et que ça date depuis qu'en Afrique, plus rien n'avance. Moi, je n'ai pas le vertige de ces verbes tristes qui décrivent l'Afrique, mais je prends du recul. Des fouettes culs au faux cul, j'en ai ras-le-bol d'être enfant d'un continent cocu. Oui, nous avons été colonisés. Oui, le monde entier a émasculé nos terres de toute richesse, mais il est temps que la peur change de camp comme ces soleils qui au crépuscule disparaissent. On a vécu avec nos estomacs vidés, nos dos martyrisés, nos gestes méprisés, nos égos brisés, nos dirigeants dirigés, nos idéaux diabolisés et nos terminés par des guerres interminées. On porte des chaînes d'esclaves dans la tête, mais on peut choisir nos schémas d'espoir, moi. Je peux me souvenir que des plages de sable fin bordées par les palmiers de Palmyre me rappelaient les chevelures, les cuisses, les seins de ces femmes mûres qui, pour lutter, dansaient avec leurs petits pagnes dorés et riaient avec la lune sous les lumières colorées. L'argent est le nerf de la guerre, mais les gens sont la mère de la paix. Peu importe si pour l'Afrique l'avenir s'éteint, que la révolution se tait, tant qu'on peut sourire chaque matin, disons toujours l'éternité. Nous, Africains, sommes les géants de la fortification, non, les gens de la mortification. Je suis de ceux qui croient que l'Afrique n'est pas une étoile, mais une constellation. Nos battements de cœur font trembler les terres des autres nations. Noir, oui, mais ce n'est pas du sang noir qui coule dans mes artères. Je suis une goutte de sang latéritique sur la chair humaine de la terre, sensible à la respiration du monde. Je viens en amour. Et c'est parce que je porte les rêves de grand-père que je m'endors dans ce sommeil de mort. Mais qu'on se réveille, car ici, tous les jeunes de nos visas envisagent de partir vers les rivages où les attirent les gros titres et les pubs. Les négrillons tuent la négritude et ceux qui sont négrillots titubent notre sang. Danse dans ce corps planétaire, on ne sait plus où l'on va. Nos dissidences s'évaporent. Ici, la vengeance est un plat qui ne se mange pas. Qu'importe si les politiciens nous baladent et jettent nos rêves au caniveau, puisqu'ils nous racontent des salades. Devenons tous carnivores. On n'a pas assez passé du temps à penser les plaies de notre passé, mais au nom de tous ceux qui ont lutté, nos espoirs auront le bruit d'une tractopelle qui rappelle le rêve de Martin Luther. Il y aura sûrement des ténèbres, mais en chacun de nous brille la pleine lune. Nous ne serons point de ceux que la réussite adoucit, mais bien de ceux que la chute endurcit. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir, la vie pour guérir et la mort pour vivre.
Nous sommes le soleil des jardins du monde. L'Afrique est un tournesol. Mais on ne brillera que quand on brisera nos chaînes de complexes, que quand on se dira que le vrai monstre se tient debout dans notre miroir. Dans la guerre ou la paix, l'Afrique survivra. Aux Africains de changer. Et l'Afrique suivra. Slam. Voilà, M. Ousseynou Ndione, on vient tout juste de suivre cet élément sur Abdourahmane Dabo Al-Farouk qui nous a quittés donc récemment. Que vous pouvez parler de l'homme qui était également membre du collectif Parlons Poésie. Oui, Abdourahmane, c'est un frère de plume, parce que nous sommes dans le même collectif, comme vous l'avez dit, Parlons Poésie. L'année dernière, on était ensemble à Popenguine. Cette année, nous avions projeté d'être ensemble à Saint-Louis. Malheureusement, vous avez vu ce qui s'est passé. La fosseuse est passée par là. Et c'est pour me permettre de revenir sur ce que je venais de dire tout à l'heure. Que l'instantanéité de la mort en tant que telle. Parce que je vous dis qu'Al Farouk, l'année dernière, on était ensemble dans le collectif Parlons Poésie, où nous célébrons chaque année cette activité où nous faisons le bilan de nos productions écrites. Et elle avait donné sa garantie d'être parmi nous demain. Mais malheureusement, les choses sont passées comme cela. Mais nous l'acceptons en toute philosophie et en toute religiosité. Comme quand, je l'ai dit tantôt, comme c'est une chose inévitable, nous devons apprendre à vivre avec. C'est une apprendre à vivre avec. Et nous savons que Al Farouk restera éternellement parmi nous, parce que son âme continuera de se mouvoir à travers toutes les connaissances qu'il a eu à véhiculer, toutes les connaissances qu'il a eu à produire, mais toutes les connaissances qu'il a eu à tirer à travers les personnes avec qui il a eu à côtoyer, à vivre ensemble. Donc pour dire que, vous savez, quand on écrit, aussi on demeure éternel. Parce que comme on le dit dans l'adage, les paroles s'envolent, mais les écrits demeurent. Et Alfred, en tout cas, il a joué sa mission, il a joué sa partition. Et je ne crois pas qu'il ait regretté de mourir. Parce qu'on dit qu'il est mort très jeune. Mais comme je l'ai dit tantôt, il n'est jamais trop tôt ou bien trop tard pour mourir. Parce que cela arrive à tout moment. L'essentiel, c'est de faire de sa vie une vie en tout cas serviable. C'est l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, vous avez constaté, le ministère de la Culture s'est déplacé. Et beaucoup d'artistes, beaucoup de poètes ont rendu un vibrant hommage à Al Farouk. Ça signifie qu'il a été utile à la société. Sinon, les gens n'auraient pas dû avoir cet élan de sympathie au niveau national et international. Et comme vous l'avez dit, il a remporté le Grand Prix Poésie africain en 2018. Et en tout cas, par ma parole et par la voix de Farah Ndiaye, qui est le président du collectif, nous comptons rendre un vibrant hommage à Al Farouk parce qu'il le mérite. Et pour dire aussi et inciter les autres à continuer son œuvre. Continuer son œuvre, M. Ndione, nous allons encore suivre un élément de Abdourahmane Dabo Al-Farouk. Le soleil ouvre les yeux dans l'iris de ma terre-mère, contrée moulée dans le passé telle une poterie de l'éternel. Malgré les cernes sur nos visages, les sourires contrastent, forment avec nos teignants désespoir un charmant contraste. Tissu de sol brodé de mine, ton sang lave la terre, ton histoire hésite chez la déception, les larmes sont tes colocataires. Tu dissipes les bavures comme ceux qui dorment dans tes escabeaux. C'est la bravoure d'Aoun Sané qui fait danser tes drapeaux. Un jour, tes peurs s'envoleront, tes dissidents se tairont enfin. Le monde écoutera ton chant éclore du cœur de tes enfants. Les ruisseaux de cristal d'émeraude jailliront de ton navire. Tes blessures sont profondes, mais tu vivras, ça je te le jure. Des alouettes au plateau, je te salue Bignona, ma terre natale. Au pays des rires, tes murs peintures de feu sont la capitale. Grand village qui se lève au flanc du soleil à la soif d'évolution. Tes rêves de réverbères côtoient tes nuits peuplées de lucioles. Tu connais le silence indécis que précède le haro des décès. Et des scènes d'horreur du destin, tu t'es toujours redressé. Ceux qui ne voient ta beauté, c'est leur cœur qui a louché. Le ciel est si beau à tes côtés, le soleil en oublie de se coucher. Bignona, tes poumons se gonflent, tu veux le changement comme l'air. Pour toi l'essentiel ce n'est plus de vivre quand rêver devient subsidiaire. Dans la torpeur de tes soirs, je te tends un bouquet de lavande. Tu n'accepteras jamais que tes espoirs se marchandent. Tes femmes sont volutes de vertu, fragrance de chasteté. Frisson sur ma peau, hymne que j'entonne à satiété.
Bignona apprend à aimer aux hommes qui ne savent que haïr. Tes blessures sont profondes, mais tu vivras, ça je te le jure. J'entre en toi par le seuil de l'âge où mes tempêtes s'assemblent. Moi j'ai dû apprendre à cohabiter avec les vents de sable. Dis à Asiba qu'elle est belle, croire en elle et son mantra. Et à nous, son éblouissant sourire me manquera. J'ai parsemé par ses mains les leçons de tes parchemins pour offrir à l'écrin du monde des merveilles puisées en ton sein. Dans tes allées sombres se terrent des fumeurs de joint à l'usure. Tes blessures sont profondes, mais tu vivras, ça je te le jure. L'aube dressera sa pénombre, un vent d'amour serein consolera la rose de ton cœur, effeuillera tes chagrins. Un nouveau jour se lèvera, tu verras la vie en rose. Tu pourras réécrire ton histoire, enfin dans de belles proses. Dans les quartiers, nos grands-pères ont fait leur dernière ronde. Leurs âmes célestes éclairent tes nuits depuis l'autre monde. L'appel du mieux-un, la cloche au beffroi et un air de zouk fusionnent à tes rituels mondains, Mankagne, Diola et Baïnouk. Là où les autres font l'amour comme on arrose un jardin d'orchidées, moi je flâne sous ton azur, par les caresses du vent me laisse guider. Bignona est saint de mon miel, mon amour est un poème sans césure. Tes blessures sont profondes, mais tu vivras, ça je te le jure. J'ai susurré aux oreilles d'un roc mon respect pour toutes tes maisons. Mes prières adressées aux man te couvriront de leur oraison. Ma poitrine est fébrile, je quémande ton amitié. Puis chaque battement de mon cœur t'en donner l'exacte tonalité. Les acacias aux bordures du talus accueillent mes ramures. Mes chansons d'amour feront éternellement onduler ta chevelure. Si tu peines à respirer, je serai ta bouffée d'air diaphane. Ensemble chevauchons l'avenir que vise l'œil des mille baganes. Je t'épouserai, alliance de nos âmes sur la rizière de Malibolong. Dans 64 ans on fêtera nos noces d'Astrakhan en rigolant. Au rythme du bouguereux, de l'ivresse du soum-soum mon ami. On se souviendra de tes blessures et tu vivras, ça je te le jure. 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 Tu vivras, ça je te le jure. Ça je te le jure. Voilà, nous venons tout juste donc de suivre cet élément encore, M. Ousseynou Ndione, donc a prié pour lui, paix à son âme. Et voilà, M. Ousseynou Ndione parlait de la poésie, c'est parler de tout ce qui est inhérent à la société, à la vie, voilà. Il y a une anthologie internationale qui s'appelle Causerie au coin du poème, qui a été publiée en France le 22 mai 2020. Cette anthologie regroupe 76 poètes à travers le monde. Et mon œuvre a été choisie pour figurer dans l'anthologie au nom du Sénégal. Donc c'est un honneur et aussi c'est un plaisir, mais que c'est dédié à toute la nation sénégalaise, parce que quand on choisit 76 poètes à travers le monde et qu'il y ait un Sénégalais, ça signifie que je représente le Sénégal à travers son image et à travers aussi tout ce que le Sénégal a eu à représenter dans le champ littéraire, parce que si on se réfère à Léopold Sédar Senghor, qui a été un grand poète, président, donc cette anthologie-là ne vient que conforter la place que le Sénégal a toujours eue dans la poésie au niveau national et au niveau international. Donc l'ouvrage est là. En tout cas, j'ai fait des commandes, peut-être que je ferai le tour des maisons de presse pour que chacun puisse en disposer et que la promotion aussi puisse être continuée. Parce que comme vous le savez, c'est tous les 5 ans que cette anthologie est fabriquée en France et on est au 5e volume. J'ai eu la chance donc d'y représenter le Sénégal. J'en remercie le Seigneur, mais aussi je dédie ça à toute la population sénégalaise et africaine. Surtout au collectif Parlons Poésie, dont je suis membre. Si vous étiez des musiciens, on allait vous honorer, tout le monde allait vous entendre, sera plus médiatisé. Mais quand il s'agit d'écrivains ou de poètes qui reçoivent des prix, on les ignore malheureusement. Pourquoi ça? Il n'y a pas de communication dans le domaine littéraire ou bien qu'est-ce qui se passe exactement? Malheureusement, Fatou, vous savez, au Sénégal, la connaissance, je crois que c'est le parent pauvre du système, si on peut parler de système. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui c'était un joueur, si c'était un lutteur,
les gens en allaient parler à longueur de journée. Oui. Mais vous savez, ça passe même à perdre un profil, personne n'en parle. On ne sait même pas qu'il y a un Sénégalais qui a été donc primé dans une anthologie internationale. Alors qu'on en a beaucoup. Hein? Ben, oui, il y en a beaucoup. Mais vous voyez, Farah vient de mourir, les gens commencent à parler, mais il a toujours écrit, il a toujours représenté le Sénégal un peu partout à travers le monde. Mais c'est dommage, hein? C'est dommage que nous ne rendons jamais hommage aux gens quand ils vivent, parce que c'est à ce moment-là qu'ils en ont besoin. Une fois mort, on n'a plus besoin d'hommage. Est-ce que le ministère de la Culture ne doit pas vous appuyer pour davantage faire connaître les œuvres que nos artistes font? En tout cas, il y a un appui au niveau de la direction du livre, qui est attaché au ministère de la Culture. Il y a des pas qui sont en train d'être faits, quand même, ça il faut le reconnaître. Mais, comme vous l'avez dit, il faut que le ministère puisse s'impliquer davantage dans la promotion des artistes, quand même, surtout les poètes. Hein. Et parce qu'on ne peut pas développer un pays seulement en disant, oui, c'est vrai que la science est la mère de toutes choses. Mais moi, je dis que c'est l'éducation d'abord. Et l'éducation, c'est englobant, hein, c'est tout. Hein. Et on ne peut pas exclure l'art, en tout cas de l'éducation. Et la poésie, c'est de l'art pur, en tout cas. Vraiment, donc, j'espère que les choses vont bouger. Comme il y a un collectif qui est sur place, il y a d'autres aussi qui, dans leur domaine, sont en train de s'activer. Je crois que quand on fera la conjugaison de toutes ces forces-là, nous pouvons influencer et inciter les gens à appuyer plus la poésie et l'art en tant que tel. D'accord, en tant que tel. En tout cas, M. Ndione, ravi de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci Fatou, c'est un honneur aussi, c'est un plaisir pour moi d'avoir répondu à cette émission. Comme je l'ai dit, hein, c'est une émission qui est vraiment très 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 suivie. Très suivie, et en tout cas je vous félicite et je vous souhaite un plein succès. Je profite de l'occasion pour passer un bonjour aux parents de Thiès, à Silma, à mes collègues, à toute la communauté éducative, à vos téléspectateurs et spectatrices. Surtout à Ramatoulaye Sarr, par qui aussi vraiment tout cela est arrivé. Donc vraiment, je la remercie. Voilà, c'est ça. Et j'espère que dans les prochains ouvrages, je pourrai revenir et échanger autour de vous, parce que, comme je l'ai dit tantôt, j'ai déjà 2 ouvrages qui sont en édition et qui, d'ici le mois de décembre, vont être publiés. Il n'y a aucun problème, c'est Ndione. La porte vous est ouverte. Hein? Merci. Et voilà, prend fin cette édition. Merci, et avant de conclure, hein, on va passer à la rubrique découverte. La mer peut agiter. Le clapotement de petites vagues retentit sur la plage d'Itouar-Nyominka, derrière le marché aux poissons de Kaolack. Nous sommes un lundi du mois d'août, 17h passées. Il est l'heure dans ce lieu où la tradition est respectée depuis des décennies. C'est la fête, le rituel dit tour de Mbossé, le totem protecteur de Kaolack. Seuls les descendants de la famille Ndiagandoum sont habilités à procéder au cérémonial de cette fête de Mbossé. Ndiagandoum, c'est la famille des autochtones de Kaolack qui avait reçu l'ordre d'habiter dans ce lieu. Et pour se protéger contre le mal, ils avaient initié ce rituel pour le totem de Kaolack. Et depuis lors, la tradition est perpétuée tous les années, car c'est un héritage qu'on lègue à ses descendants. Le cérémonial est dirigé par les femmes. Ça a toujours été comme ça. Mais n'empêche que l'homme en fait partie. Seuls les appartenant à cette famille doivent le faire. La couleur blanche est dominante dans cet espace. Les cahiers, pâtes de riz, pièces de monnaie argentées et des pagnes blancs pour donner à Mbossé ce qui lui appartient et recevoir en retour son aide aux prières sollicitées en ce jour spécial. Le totem Mbossé adore tout ce qui est blanc. C'est pour cela que nous procédons ainsi. En ce jour spécial, quand je viens, je vois Mbossé, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alors, c'est une occasion rêvée pour lui faire part de nos vœux et prières. Et nous avons en premier demandé l'éradication de la pandémie, ensuite d'autres choses qui nous concernent. D'autres aspects de ce rituel, les jeunes filles qui souhaitent se marier au plus vite en profitent pour cela. Les enfants pour protéger au mauvais œil. Les résultats sont palpants. L'année dernière, toutes les filles qui étaient venues pour ce souhait ont toutes vu leurs vœux se réaliser. Pour les enfants, on les protège, tout simplement.
Pour la première fois, la fête est célébrée sans folklore, aussi sans une présence massive des populations. C'est à cause de la Covid-19 que nous n'avons pas amené tambour et chanté, danser pour ce rituel. Nous n'avons pas mobilisé beaucoup de personnes pour ce grand événement. D'autres lieux comme le port de Kaolack, la RTS, le rond-point Moutousaou, bref, un itinéraire qu'empruntent les organisateurs pour respecter la tradition de leurs ascendants qui avaient choisi un lundi du mois d'août pour cette obligation du sourire, de la rivière somnolente et de l'ordre éthique de la nature en chantant toujours Gloire à Mbossé. Kaolack, Al-Hassan Ba Abdoulaye Dia, Walfadjri. Toute l'équipe qui m'a accompagné. Pape Modou Faye, merci. Merci à Jacques-Gabriel Ferra, merci à Pape Somb, à Babacar Diouf, merci également à Dienne, merci à Baranoubaye côté montage, merci à vous chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous Inch'Allah dans une autre semaine. Excellent.